Salut les férus! Aujourd'hui, c'est un épisode spécial avec un féru de l'époque du Moyen-Âge. Je vais vous raconter l'histoire comme à son habitude, puis juste après le passionné répondra à mes questions. Il vous donnera aussi des choses inédites sur le personnage en question. Mais trêve de bavardage. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans les méandres du XVIe siècle, à une époque où les guerres de religion déchiraient la France. Notre protagoniste s'est illustré par son courage exceptionnel sur le champ de bataille, accumulant des victoires malgré des obstacles immenses. Combattant redouté, il était aussi un homme de loyauté, dévoué à son roi et à ses croyances, défendant sa foi avec une ardeur inégalée. Je suis Michael et aujourd'hui je te raconte l'histoire de Geoffroy de Vivan. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Geoffroy de Vivan est né le 18 novembre 1543 au château de Castelnau-la-Chapelle, en Dordogne. Il est issu d'une famille noble, il a une sœur et un frère. Bien que peu de détails nous soient parvenus sur sa jeunesse, on peut supposer qu'elle ne différait guère de celle des autres jeunes nobles de l'époque. Comme eux, il fut probablement envoyé servir comme page, puis écuyer afin d'apprendre l'art de la guerre, les manières de la cour, ainsi que la gestion des terres et des hommes, le préparant ainsi à son futur rôle de chevalier et de chef de guerre. Le 1er mars 1562, la France bascule dans un chaos avec le début de la première guerre de religion, déclenchée par le massacre de Wassy. Ce jour-là, les tensions entre catholiques et protestantes, latentes depuis des années, éclatent violemment. Ce massacre qui n'était pas un affrontement mais une attaque unilatérale des troupes du duc de Guise sur une assemblée de protestants. Alors que les Huguenots célébraient leur culte dans une grange à Wassy, ils furent violemment pris pour cible. Plus de 100 personnes furent blessées et 50 perdit la vie, sous les coups des troupes catholiques. Ce bain de sang exacerba la haine entre les deux communautés et précipita la France dans une série de guerres civiles dévastatrices. À ce moment-là, Geoffroy de Vivan, un jeune noble de 19 ans, n'était pas encore entré dans l'arène des conflits sanglants. Pourtant, à cette même période, il est nommé gouverneur du château de Castelnau par Geoffroy de Caumont, qui était chef de la famille de Caumont, après l'assassinat de son frère aîné. Ce n'est qu'à l'âge de 24 ans, lors de la troisième guerre de religion, qu'il commence à se faire connaître sur le champ de bataille. Cette guerre ne fut qu'une des 8 qui embrasèrent la France durant plus de 30 ans, une période marquée par des massacres, des sièges et une violence omniprésente. Au XVIe siècle, la France, comme la majeure partie de l'Europe, était profondément catholique. Cependant, l'apparition de nouvelles idées religieuses venues de la réforme protestante bouleversa cet ordre établi, ce qui transforma rapidement un différend théologique en un conflit politique et militaire. Après le massacre de Wassy, les tensions dégénèrent en guerre civile ouverte, poussant de nombreux nobles huguenots, dont Geoffroy de Vivan, à prendre les armes pour défendre leur foi. Dès lors, Vivan s'illustre dans plusieurs batailles cruciales du conflit, et c'est alors de la bataille de Saint-Denis en 1567 que ses premiers faits d'armes notables sont recensés. Le 2 octobre 1567, les forces protestantes menées par Louis Ier de Bourbon-Condé et Gaspard II de Coligny lancent une attaque surprise contre la ville de Saint-Denis. L'objectif est double, frapper un coup symbolique en s'en prenant au sanctuaire catholique et s'emparer des ressources précieuses pour alimenter la cause huguenote. Geoffroy de Vivan, qui participe activement à cette offensive, se distingue par son audace et sa férocité. Il joue un rôle majeur dans la prise de la ville et dans le saccage des églises. Le pillage de la basilique de Saint-Denis, qui abritait les tombeaux des rois de France, choque profondément les catholiques, car elle symbolisait l'autorité monarchique et religieuse. Suite à cet exploit, Vivan continue de prouver sa valeur militaire lors du siège de Sens, la même année. En l'absence de Clermont de Pile, Vivan prend le commandement et parvient grâce à ses talents de stratège à repousser les forces royalistes,
En galvanisant ses troupes et en menant l'assaut des remparts, il remporte une victoire qui fortifie encore plus sa réputation. En février 1568, Geoffroy de Vivan participe au siège de Chartres, aux côtés du prince de Condé de Chartres. Ville fortifiée stratégique, était un point clé pour contrôler les routes vers l'ouest de la France. Vivan, porté par son succès précédent, y arbore fièrement son drapeau d'enseigne coronel, symbolisant sa détermination à mourir pour sa foi si nécessaire. Son courage à défendre la cause protestante est salué, et bien que la ville ne tombe pas, ce siège force le roi Charles IX à signer la paix de Longjumeau en mars 1568, offrant temporairement des droits aux protestants. L'éclatement de nouvelles hostilités, plus tard en 1568, avec l'édit de Saint-Maur qui révoque la tolérance religieuse, pousse Vivan à mener des actions plus audacieuses. Dans le Périgord, il s'oppose fermement aux persécutions des protestants par les autorités catholiques. Lors d'une embuscade à l'Astelière près de Sarlat, il mène un groupe de fidèles contre les forces royales et élimine le lieutenant Laporche de Prache, chef des archers royaux. Cette victoire locale mais significative en fait un héros auprès des protestants du Périgord. En 1572, les tensions atteignent leur paroxysme. Le mariage d'Henri de Navarre avec Marguerite de Valois devait symboliser la réconciliation entre catholiques et protestants. Mais il fut le prélude du massacre de la Saint-Barthélemy. En quelques jours, près de 10 000 huguenots sont massacrés dans tout le royaume. Ce carnage replonge la France dans un cycle de violence qui marquera profondément le pays. En 1573, Vivan défend La Rochelle, bastion protestant assiégé par les forces du duc d'Anjou. Grâce à son expérience militaire, il joue un rôle clé dans la défense de la ville, qui résiste héroïquement. Malgré la supériorité des troupes catholiques, ce siège se termine par l'édit de Boulogne en 1573, qui accorde quelques libertés religieuses aux protestants, mais restreintes. Les années 1580 voient l'essor de la Ligue catholique, soutenue par l'Espagne, ce qui exacerbe les tensions. Vivan, toujours engagé dans la défense des protestants, continue ses opérations militaires dans le sud-ouest de la France, organisant des embuscades efficaces et s'imposant comme un meneur de guérilla. Dans les dernières années de sa vie, Vivan soutient Henri IV, qui finira par réconcilier les deux factions, avec l'édit de Nantes en 1598, mettant fin aux guerres de religion. Vivan termine ses jours respecté, admiré par ses compagnons d'armes, survivant à une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire de France. Et nous voilà à la fin de l'histoire de Geoffroy de Vivan. J'espère que ça vous a plu. Mais ce n'est pas fini, je vous l'ai dit au départ de l'épisode, nous sommes sur un épisode spécial. Et aujourd'hui, je reçois un passionné de l'époque du Moyen-Âge, mais pas que le Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, c'est sur ce sujet que nous allons nous concentrer. Et je vous présente Joris. Bonjour Joris. Bonjour. Je te laisse te présenter aux auditeurs. Alors, je vais me présenter assez rapidement. Je vais raconter mon histoire cette fois. Donc, je m'appelle Joris, j'ai 21 ans. Je suis étudiant en master professionnel patrimoine et musée à Bordeaux. Donc, passionné de deux notions qui m'intéressent depuis très longtemps. C'est l'histoire et le patrimoine, où je me suis vraiment intéressé très très jeune. Et donc, depuis maintenant, je vis de ça quasiment tous les jours, que ce soit à travers ma formation, mes activités, mes loisirs, etc. Tu as la chance de vivre de ça. Voilà, j'ai la chance de vivre de ça. Je me lève, je me prends parfois pour un personnage historique. On est plus de 300 dans ma tête, donc. Génial, c'est génial. Et donc tu es un peu le nouveau Stéphane Bern, qui adore. On peut dire ça, oui, en effet. En effet. Génial. Donc, comme sur chaque épisode spécial, je partage l'épisode en général à quelques auditeurs et je leur demande de poser des questions s'ils en ont. Et j'ai récolté quelques questions. Mais tout d'abord, avant d'arriver aux questions des auditeurs, j'aimerais savoir si l'histoire que j'ai racontée sur Geoffroy de Vivan est bonne ou pas bonne, est-elle réelle?
Alors, l'histoire sur Geoffroy de Vivant, elle était, évidemment, j'ai écouté le podcast, elle était très très bien détaillée, enfin assez bien résumée, surtout pour des personnes qui ne le connaissent pas, parce que en fait, il a été un peu passé sous silence, mais en vrai, tout a été assez bien résumé, que ce soit sur les moments clés de sa vie, sa naissance. Alors, on a un petit peu évoqué un peu sa jeunesse, on sait pas grand-chose sur lui malheureusement, donc il n'y a pas beaucoup de sources pour préciser tout ça. On sait plus sur ses faits guerriers, etc. Mais en tout cas, c'était assez bien résumé. Ne t'inquiète pas, je vais pas te pénaliser là-dessus. Tu as vraiment bien résumé Geoffroy de Vivant. Sur sa jeunesse, après moi j'ai pensé que vu qu'il était noble, que c'était un peu comme la routine des nobles. Il était page, Oui. puis écuyer, tout. J'ai résumé à ça, mais comme je l'ai dit dans l'histoire, on n'en est pas vraiment sûr parce qu'on connaît pas grand-chose sur sa jeunesse. Et donc, qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire de plus sur Geoffroy de Vivant, des petites anecdotes? Le truc, en fait, c'est que Geoffroy de Vivant, en fait, il est très lié à un lieu en particulier. C'est le lieu où j'ai travaillé pendant 3 saisons. C'est le château de Castelnau-la-Chapelle. C'est son lieu, en fait, de naissance. Donc, Geoffroy de Vivant, il est né là-bas en 1543, donc tu l'avais très bien décrit. Donc c'est un capitaine huguenot dans le Périgord. Il est très craint, d'ailleurs, dans cette région. On pouvait même le considérer un peu comme le diable. Les catholiques le décrivaient un petit peu comme ça parce que c'était vraiment un guerrier assez acharné, assez féroce. C'est d'ailleurs décrit dans les sources qui ont été faites, alors notamment après sa mort, ses mémoires qui ont été rédigées par son fils, notamment. Après, il y a des historiens qui ont repris le sujet sur notamment des moments clés de sa vie. Donc, il est allé très très jeune sur les champs de bataille. Moi, j'ai 21 ans. Il était sur les champs de bataille à 24 ans. Il défendait déjà sa foi protestante. Pas mal d'exploits donc guerriers, je l'ai déjà dit. Mais il a fait notamment de grandes prises de villes catholiques, et notamment une que je souhaiterais partager justement avec toi, et que je racontais lors de mes visites. C'est la prise de la ville de Dôme. Alors Dôme, en fait, c'est une cité médiévale catholique. C'est une bastide, pour être plus précis. Et c'était un endroit qui résistait beaucoup à notre fameux Geoffroy de Vivant. Donc, il va essayer de prendre la forteresse 3 fois. Il n'a jamais réussi. Après arrive l'année 1588. C'est une année fondamentale ici dans le Périgord noir, donc à Dôme. Il va avoir l'idée d'envoyer ses hommes à la conquête de la forteresse en passant par un endroit où les habitants supposeraient qu'il n'y aurait aucune attaque. Mais il était malin en fait. Il va essayer de escalader la falaise complètement escarpée avec des échelles, notamment. Il va faire monter ses hommes sur des branches, etc. Et le truc en fait, c'est que Dôme est construit sur des grottes. Donc, il y a des ouvertures naturelles à l'extérieur de la ville, donc dans la partie nord, comme on dit. Donc, il va rentrer avec ses hommes dans les grottes et il va rentrer donc à l'intérieur de la ville, un peu comme un cheval de Troie, tout simplement. Et donc, ces hommes auront simplement à aller ouvrir la porte, la grande porte d'entrée où les attend donc Geoffroy de Vivant. Il va rentrer vainqueur. Et là, enfin, il aura pris la ville de Dôme. Ça lui aura pris quand même un bon petit temps, mais au moins il a réussi. Ça, c'est quelque chose de fondamental sur lui. Donc ça, c'était une précision que tu voulais nous faire avant qu'on entame les questions auditeurs. Et donc la première question que je vais te poser, ça va être: pourrais-tu nous en dire plus sur le protestantisme, surtout à l'après-guerre de religion? Après les guerres de religion, c'est assez compliqué parce que on est dans une France assez troublée. Le protestantisme en France, il connaît une espèce de période complexe. C'est marqué par des phases de tolérance, de répression, des migrations. Donc ces guerres de religion, elles se sont achevées en 1598 avec l'édit de Nantes, ça signé par Henri IV justement. Et ça avait profondément fracturé justement la société française. Donc justement, l'édit de Nantes, elle joue une sorte de rôle d'apaisement un peu relatif, si j'ose dire. C'était un moment clé pour le protestantisme, puisque ça inclut la tolérance religieuse. Donc ça veut dire qu'on accorde aux protestants une liberté de culte sans qu'il y ait de problème, parce que au départ, voilà, les protestants, ils étaient mal vus, on allait quand même les brûler, etc. On allait brûler des églises, c'était un sacré un sacré phénomène en tout cas. Il y a un certain sentiment de sûreté, enfin, on essaye de placer une certaine sûreté sur justement ce culte protestantiste. On a une coexistence entre les catholiques ainsi que les protestants qui est assez fragile.
encore, ça visait pas, l'édit, à instaurer une égalité complète entre les catholiques et les protestants, mais c'était plutôt créer une espèce de coexistence pacifique, si j'ose dire. C'était une sorte, il y avait quand même des méfiances entre les deux communautés. Même l'édit va être critiqué par les catholiques radicaux. Justement, c'est le cas par exemple de l'assassin de Henri IV, Ravaillac, qui lui était contre le protestantisme jusqu'à aller le tuer dans son carrosse, quoi. C'était vraiment quelque chose, voilà, c'est une tolérance. On peut dire ça comme ça. Donc il y a des tensions, il y a l'affaiblissement également du protestantisme qui va se faire plutôt au XVIIe siècle, une autorité croissante de la monarchie qui va essayer de valoriser vraiment tout ce qui est lié au catholicisme. Ça va commencer sous Louis XIII, ça va s'intensifier avec le cardinal de Richelieu, etc. Et il y a un événement qui permet de montrer ça, c'est le siège de La Rochelle. On voit très bien, je ne sais pas si tu connais ce tableau où on a le cardinal de Richelieu sur justement ce grand barrage lors du siège de La Rochelle où il empêche l'entrée des navires. Notamment un événement majeur qui va se terminer par la défaite des protestants en 1628, puisque La Rochelle c'était un bastion huguenot, comme on dit. Huguenot, ça veut dire protestant. Et on a des persécutions qui vont revenir avec la révocation de l'édit de Nantes en 1685 par notre cher Louis XIV, qui va publier l'édit de Fontainebleau, qui justement révoque l'édit de Nantes, et donc là ça va encore partir encore plus loin dans les persécutions, etc. Il va y avoir du protestantisme clandestin, etc. dans un petit peu partout. On a la guerre des Camisards par exemple qui va avoir lieu dans les Cévennes, des persécutions religieuses qui vont provoquer des révoltes violentes, des protestants des montagnes qu'on appelle les Camisards qui vont se mettre en révolution contre les troupes royales. Bon, ça va être réprimé, mais ils vont quand même témoigner une espèce de résistance des protestants face aux persécutions catholiques. Et puis, c'est tout ce que je pourrais dire, parce que après, on augmente dans le temps. Le 19e siècle va avoir une réintégration progressive de tout ça, notamment après la Révolution. On a Napoléon qui va venir. Ça, je le connais très bien, ce cher Napoléon. Il va faire l'organisation des cultes, c'est-à-dire que avec le Concordat de 1801, les protestants vont être reconnus officiellement, et donc l'Église réformée va être organisée de manière institutionnelle. C'est plus, voilà, des petits groupes de personnes qui ont un culte en particulier, des croyances spécifiques, même si à l'époque quand même de Napoléon ça reste quand même minoritaire par rapport à l'église catholique, mais c'est quand même déjà une avancée. On a des expansions limitées puisque les protestants, bien qu'en nombre limité, vont jouer un rôle intellectuel et politique important. On va avoir des grandes figures de la politique qui vont être protestants. Par exemple, on a François Guizot qui était ministre sous Louis-Philippe, ou encore un naturaliste, c'est Georges Cuvier. Ça, ce sont des exemples. En fait, le protestantisme aujourd'hui, il est plutôt bien accepté puisque il y a encore, le protestantisme qui est présent aujourd'hui, notamment, je connais des personnes qui le pratiquent encore aujourd'hui, qui sont placées sous l'égide de cette religion, qui sont plus basés, voilà, dans tout ce qui est Alsace, Allemagne, un peu le départ du protestantisme avec Martin Luther. Et donc, voilà, c'est on va dire, c'est une croyance religieuse qui aujourd'hui est plutôt bien acceptée. Mais il y a eu un cheminement assez progressif pour qu'ensuite, eh bien, ça devienne le protestantisme qu'on connaît aujourd'hui. C'était un long discours et très intéressant. On voit que tu connais bien le sujet. Et d'ailleurs, on va te reposer encore des questions, on va profiter que tu sois là. Tu as parlé de l'édit de Nantes. Qu'est-ce qu'on peut en dire, surtout pour le développement du Royaume de France? Pour détailler plus ce qu'est l'édit de Nantes, donc pour être plus simple, ça a été promulgué déjà par le roi Henri IV, 30 avril 1598. C'est l'un des textes les plus importants de l'histoire religieuse et politique de France, puisque elle met fin déjà aux guerres de religion qui avaient opposé donc les catholiques aux protestants, on en avait parlé, pendant près de 4 décennies quand même. C'est un texte fondamental. Et cet édit, ça visait pas à établir une égalité religieuse, c'était apaiser les tensions avant tout et instaurer une forme de coexistence, ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans le contexte historique, eh bien, c'est né après donc les guerres de religion, notamment avec un événement qui a poussé à son paroxysme quand même cette guerre, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy
de 1572, où il y a des milliers de protestants qui furent tués à Paris en province. Donc Henri IV lui-même, ancien protestant, il est accédé au trône avec un peu de difficulté, mais son désir c'était de pacifier le royaume tout en protégeant les intérêts des protestants, évidemment. Il était très critiqué. J'ai parlé très rapidement de Saint-Barthélemy, mais comment elle s'est passée la bataille? Tu pourrais nous en dire plus? Pour expliquer le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est assez simple. En fait, on est dans la nuit. On est la nuit donc, du massacre de la Saint-Barthélemy. Et donc, ce jour-là, le roi de France, Charles IX, et la reine mère, Catherine de Médicis, est au palais du Louvre. Et donc, en fait, ils sont en train de parler justement de l'histoire justement de ces fameux protestants, de ces fameux huguenots, caractérisés comme hérétiques, quand même, à ce point. Et donc, ce soir-là, il décide, de tuer avec l'aide donc de sa mère. Il promulgue une tuerie incroyable qui va même se prolonger dans les Tuileries. C'est vraiment un ordre royal. On va aller chercher tous les protestants et on va aller les tuer. C'est simple, c'est un massacre un petit peu qu'on pourrait caractériser un petit peu comme les massacres de masse du XXe siècle, tout simplement, avec les guerres mondiales, etc. Je vais pas aller jusqu'à dire, il y a quand même des nuances, mais voilà, c'était un ordre royal. On raconte même que c'était tellement ensanglanté de partout, même sur les marches du Louvre, qu'on a dit par exemple que la sœur de Charles IX, qui était donc Marguerite de France, qui est d'autre que la reine Margot, qui sera la future épouse de Henri IV, la première de ses épouses. Elle a dû s'enfermer dans sa chambre tout simplement parce que ça courait de partout, ça criait, etc. Dans les rues, il y avait plein de cadavres et tous ces cadavres protestants et catholiques, parce qu'il y avait quand même, ils ont essayé de se défendre, ont été jetés directement dans la Seine. Et c'est comme ça qu'on a vu ainsi cette figure également de Catherine de Médicis contre les protestants. On le voit très bien sur un tableau. Je réfère beaucoup à des tableaux, mais ça, c'est ma licence d'histoire de l'art qui me fait parler de ça. Et on la voit justement penchée sur les cadavres qui regarde de très très haut, tout simplement en montrant que c'est elle qui a vraiment instigé ce massacre. C'est vraiment une perte énorme pour les protestants et ça montre vraiment cette hostilité qu'avaient les catholiques envers cette communauté. Puis ça marque l'histoire. Hein. Ça marque l'histoire. Oh que oui, ça a marqué l'histoire. Comme je te l'ai dit au départ de l'épisode, quelques questions des auditeurs et parmi une encore, alors ça n'a rien à voir avec les deux religions, mais il m'a posé la question comme ça. Quand j'entends guerre de religion, en particulier dans cette région du sud-ouest, je ne peux m'empêcher de penser au Qatar. Y a-t-il des points communs établis ou à établir entre ces conflits d'un point de vue contemporain? Voici la question de mon auditeur. Ah là là. Bah déjà, ton auditeur m'a vraiment... c'est comme si en fait il me connaissait déjà, puisque Castelnau-la-Chapelle, certes, il y a eu Geoffroy de Vivan qui était capitaine huguenot, mais en plus c'était un site cathare qui a été pris par un chevalier croisé. Donc franchement, sur un point de vue historique, déjà, on peut déjà parler du contexte religieux et l'hérésie. Les cathares, je rappelle, c'est au XIIIe siècle, les protestants c'est au XVIe siècle, donc il y a un petit écart. Ils ont tous deux été perçus comme des hérésies menaçant de l'église catholique, déjà. La croisade contre les cathares, ça visait à éradiquer leur doctrine dans le sud-ouest de la France, tandis que les guerres de religion, c'était plutôt, on opposait les catholiques et les protestants à travers tout le royaume, et de plus, c'était justement une croyance qui était, mais complètement absurde pour l'époque, surtout pour les catholiques. Donc le point commun ici, c'est que dans les deux cas, ce sont des conflits nés de divergences doctrinales au sein du christianisme, si j'ose dire. Il y a deux doctrines différentes au sein du christianisme, donc ça, c'est un point commun. Après, ça peut être des enjeux politiques, voire même territoriaux, puisque au-delà des religions, les conflits, ça avait des visées politiques. Les croisades contre les cathares, ça a permis au royaume de France d'annexer la région du Languedoc, qui consolide le pouvoir royal. Et pendant les guerres de religion, c'était lutte entre grandes familles nobles, la plupart du temps, et la monarchie, qui vont jouer un rôle crucial. Donc, il y a ça qui joue. Des répressions violentes également, puisque dans les deux cas, c'était des répressions assez brutales. On a vu, par exemple, chez les cathares, des massacres massifs, comme celui de Béziers en 1209. Pendant les guerres de religion, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy qu'on a évoqué juste avant. Et puis, un autre point commun pour terminer, ce serait la pacification et la tolérance, puisque un peu plus tard, il y a eu des grandes différences qui vont résider dans les solutions apportées. Après les guerres de religion, c'est l'édit de Nantes.
En revanche, après la croisade contre les Cathares, il n'y avait pas de compromis, donc leur doctrine fut éradiquée complètement. La région était intégrée au royaume de sans tolérance pour les survivants. Allez, basta, tu rentres dans mon royaume, point barre. Donc là, on peut dire qu'il y a une petite différence par rapport aux Cathares, mais il y a quand même beaucoup de points communs si j'arrive à prendre la question d'un point de vue plutôt thématique. Une question intéressante, quel arsenal militaire était utilisé pendant les 3 premières guerres de religion? On va déjà parler des armes donc que pouvait utiliser Geoffroy de Vivant, parce que selon la légende, évidemment, il se baladait avec 2 arquebuses croisés dans le dos. Donc déjà, ça signifiait son côté viens pas me saouler. Donc on avait quoi? On avait des armes individuelles, donc les soldats utilisaient des armes à feu comme l'arquebuse. Bon, il y avait un peu d'imprécision au départ, c'est vraiment les tout premiers fusils. Mais c'était capable de percer une armure. Et on avait quoi? On avait les mousquets qui étaient un peu plus puissants. Le retour des armes blanches, les épées, on avait les poignards. Qu'est-ce qu'on avait? On avait des armures, des protections, etc. On avait la cavalerie, l'infanterie lourde, notamment. La cavalerie apportait des cuirasses métalliques, des casques de type morion, notamment. Qu'est-ce qu'on avait? Il y avait aussi des armures qui se faisaient un peu plus rares. On offrait encore des protections, surtout contre les armes blanches. Le but, en fait, d'une armure, c'est de se protéger. Et la plupart du temps, Geoffroy de Vivant, lui, il était à cheval. Donc, il faisait pas beaucoup d'actions sur le terrain. Il utilisait pas souvent son épée. Lui, c'était vraiment à distance. Bon, ça va pas l'empêcher, malheureusement. Ça, c'est une petite anecdote. C'est lors de la bataille de Coutras, où Geoffroy de Vivant, justement, va être nommé maître de camp, quand même, de Henri IV. Et malheureusement, le pauvre va finir blessé très gravement. Donc, voilà, c'était vraiment donc des armes à la fois innovantes et après un peu plus classiques. Après, en termes d'artillerie, artillerie plus lourde, là, on peut parler des canons. Il y avait les mortiers également. Coulevrine, ça fait penser au mot couleuvre, puisque la plupart du temps, le serpent, c'était lié à la symbolique du mal, donc ça portait ce nom-là, les tout premiers canons de l'époque. C'était pour détruire les fortifications, ou même appuyer l'infanterie. Ça marquait une avancée déjà dans la guerre qu'on appelle de siège. Et puis, on avait des organisations un petit peu plus tactiques à l'époque. On avait les armées, c'était un mélange de milices, voire même de mercenaires à l'époque. Donc, on payait des personnes, c'était pas l'armée de nobles, etc. On va payer des personnes pour aller attaquer un endroit. Ils vont utiliser des formations, les tertios, ils vont combiner les piquiers, les arquebusiers. Enfin, le but, en fait, c'est déjà d'attaquer l'ennemi de très loin, et lorsqu'on a réussi à peu près à décimer une bonne partie, on va pouvoir en finir directement au corps à corps. À l'épée, à la hache, et surtout au poignard, parce que le poignard, c'est quelque chose de très important. On a toujours un poignard sur soi. Geoffroy de Vivant, en tant que gouverneur, a-t-il été un bâtisseur ou a-t-il été trop occupé à guerroyer? Alors, le truc, c'est que Geoffroy de Vivant, en fait, lui, c'est guerrier à volonté. En fait, il participe à de nombreux combats en Guyenne. Il va appliquer dans de nombreux sièges, les batailles où il va montrer une très grande habileté tactique, ça c'est sûr. Il va pas être bâtisseur, mais il va être gouverneur de plusieurs places fortes en fait pendant les guerres de religion, notamment donc la fameuse citadelle de Dôme où il a mis beaucoup de temps. Il va y avoir Montpazier, il est quand même également capitaine du château de Castelnau-la-Chapelle, son lieu de naissance. Donc son rôle de gouverneur, c'était surtout militaire, axé sur la défense, l'organisation des troupes, mais il y a peu de preuves qu'il ait contribué significativement à des projets de construction civile ou religieux. La plupart du temps, c'est vraiment sur le champ de bataille qui va s'illustrer et non pas dans, on va dire, la catégorie des bâtisseurs, tout simplement. Donc, mais si on veut aller visiter quelque chose de Geoffroy de Vivant, on va à Castelnau-la-Chapelle voir le château. Alors oui, sauf que le problème c'est que Castelnau-la-Chapelle a été très 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 remodelé depuis son époque. En fait, un château aujourd'hui, c'est comme une poupée gigogne. À chaque fois, on rajoute et on détruit parfois même. Mais la plupart du temps, en fait, on va rajouter en fonction des innovations
technique, militaire, architecturale de l'époque, tout simplement. Mais oui, le château de Castelnau-la-Chapelle est un très bon exemple. Je le conseille pour avoir été guide là-bas. En plus, l'histoire de Geoffroy de Vivant est encore racontée puisque pendant l'été, il propose un magnifique spectacle, un spectacle de théâtre immersif. On est dans les années 1580, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on est à cette époque-là. Et en fait, on est plongé dans cette ambiance des guerres de religion sous Geoffroy de Vivant, sans l'énoncer. En fait, il y a plein de personnages qui agissent. Il y a une petite cuisinière, il y a un capitaine d'armes au service de Geoffroy de Vivant, il y a une noble, etc. Et ça, c'est essayer d'expliquer la vie de Geoffroy de Vivant, mais de manière un peu indirecte, sans qu'il soit là. Et ça, vraiment, je le conseille fortement. Et toi, tu as fait quoi là-bas? Vu que tu as travaillé 3 saisons, tu étais quel personnage? Alors moi en fait je jouais mon propre personnage parce que j'étais guide animateur, donc d'un côté je faisais les visites guidées à l'assaut du château, donc j'expliquais donc l'histoire du château ainsi que les techniques d'attaque et de défense qu'on utilisait à l'époque du Moyen-Âge. Bon, toujours à ma manière, j'avoue que j'arrêtais pas d'aller enquiquiner les jeunes en proposant est-ce que vous vous rappelez de votre propre frise chronologique, les dates de début et de fin du Moyen-Âge, etc. J'en avais même proposé à certains de faire un saut élastique avec un trébuchet, ils ont pas voulu, donc finalement... Donc il y avait ça. J'étais également costumé, manière 15e siècle, pour des visites un peu plus thématiques, par exemple, sur le jardin médiéval, l'usage des plantes, etc. Ou même encore l'hygiène et la propreté, puisque aujourd'hui on pense tous que c'est le film des visiteurs, un peu crasseux, etc. Parle-nous un peu de l'époque du Moyen-Âge, même si on dérive un peu, je pense que ça peut intéresser les gens, parce que c'est vrai que beaucoup de monde pense que les dents étaient pourries et tout ça, mais alors que c'est faux parce que le sucre est arrivé bien plus tard. Et non, en fait, le problème, c'est que tout ce qu'on dit en fait sur le Moyen-Âge, en fait, c'est faux. En termes d'hygiène et de propreté, ils étaient vraiment très propres. Pour te dire, en fait, ils se lavaient une fois par semaine. Ils prenaient un bain une fois par semaine. Après, ils avaient aussi une toilette un peu plus quotidienne, c'est-à-dire qu'ils se lavaient les mains le matin au lever, ainsi que le visage. Au coucher, ils se lavaient les pieds. Bon, ils se lavaient pas le reste du corps par contre, hein, donc ça, c'était un petit peu. On se lavait les dents à l'époque, mais c'était des brindilles en fait de noisetier, des touffes de laine. Quand je frottais sur les dents pour enlever la saleté, et le dentifrice de l'époque, c'était quoi? C'était de la pierre ponce. C'était vraiment des trucs pour les blanchir. Hein. Ça va décaper les mailles des dents. Donc ils n'avaient pas les dents pourries, ils n'étaient pas Non, crasseux. pas du tout. Ils étaient. En fait, cette image en fait crasseuse, ça arrive en fait à un moment clé. C'est la plus grande épidémie de toute l'histoire. Bon, je parle pas du Covid-19, hein, je parle bien de la grande peste noire. Pendant la première vague, elle a tué quand même un tiers de la population européenne. Donc, on a commencé à se méfier de l'eau parce que on pensait qu'elle transmettait des maladies, etc. Et ben d'un coup, on a arrêté les bains. Dis donc. Et donc, c'était quoi? C'était la toilette sèche à la place. C'était rien. C'était simplement un linge humide sur le visage pour se rafraîchir et beaucoup de parfum. Même, ça va utiliser beaucoup la Renaissance, mais en abondance sous le grand siècle de Louis XIV. Donc, tu vois, c'était peut-être le roi Soleil, mais c'était celui qui fouettait énormément de la carafe, si tu vois ce que je veux dire. Donc, Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais, puis, pour revenir à notre personnage, donc tu m'as dit que l'histoire était réelle par rapport à lui, qu'elle était bien tenue. J'aimerais, si tu as des petites anecdotes pour finir l'épisode tranquillement aux auditeurs, nous raconter des anecdotes sur lui. À mon avis, elles seront pas forcément joyeuses parce que c'est que de la guerre. Est-ce que tu as ça en stock? alors, je peux peut-être te parler justement plus en détail de la bataille de Coutras, qui a été justement un petit peu plus parlée et ça a été fait justement par un historien. Faut juste que j'arrive à le retrouver parce que c'est un texte que je vais citer. Donc, alors attention, on va pouvoir commencer. Attention, c'est gore. Hein. Le 10 sieur de Vivant rangea en fort bout d'ordre l'escadron de sa cavalerie légère. Combattit à la teste avancée 10 pas avant le premier rang qui donna moyen aux ennemis de l'art. Le problème, c'est que, à la bataille, eh bien, il va se faire blesser au petit ventre. C'est là également qu'il va se faire transpercer le bras, et même on va avoir Henri IV lui-même qui va s'inquiéter de son sort. Hein. Il va venir à son chevet, on a un tableau qui le prouve.
qui raconte justement Henri IV et la bataille de Coutras. On voit une personne notamment dans un lit blessé. On suppose que c'est Geoffroy de Vivant parce que ils étaient vraiment très intimes. C'était vraiment un ami. C'était son compagnon d'armes, on pourrait presque dire. Il va réchapper à pas mal de choses, pas mal de fois où il va croiser la mort. Même, il va être blessé de partout. Hein. Il va être complètement défiguré. Hein. Des cicatrices un peu partout. Il va avoir une belle balafre au niveau également de l'œil. Vraiment, c'était vraiment quelqu'un, voilà, d'assez tordu, en fait, un fou. Voilà, on va le caractériser comme un fou. Il prend les armes, mais en termes d'anecdotes, c'est très compliqué à expliquer parce que on a déjà expliqué donc la prise de Dôme, qui était quelque chose de très important pour lui. On a expliqué également cette bataille de Coutras. Je fais une petite aparté, mais là tu as expliqué la bataille, enfin la prise de Dôme. Si je te dis Spartacus, il a utilisé exactement les mêmes techniques pour prendre un camp romain. Eh ben peut-être que il a pu s'inspirer justement parce que c'est ça en fait dans l'histoire, les personnes qui sont justement des stratèges guerriers, etc., ils s'inspirent en fait des autres. Donc c'est vrai que peut-être que Geoffroy de Vivant a pu entendre parler justement des écrits romains de Spartacus qui ont peut-être été rédigés, je sais pas, dans un ouvrage d'une personne, voilà, d'un écrivain romain. Napoléon, par exemple, je reviens sur lui, mais bon, c'est normal. Lui, son modèle, c'était Jules César. Il s'inspirait de la guerre des Gaules, donc tout ce qui était tactique, etc. Donc il y a un petit peu de lui, mais il y a également un petit peu de Jules César. Et donc on peut supposer que dans ce même élan, Geoffroy de Vivant aurait pu prendre exemple évidemment sur eh bien des personnes qui ont déjà fait des prises, des sièges avant lui et s'est inspiré eh bien des anciens combattants, si j'ose dire, des anciens guerriers de l'histoire. Merci Joris d'avoir participé à cette émission. Je sais qu'on peut te retrouver sur YouTube, que tu as beaucoup de projets. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur tous tes projets que tu as en tête? Alors en effet, je suis sur YouTube, j'ai ma petite chaîne YouTube d'amateur qui s'appelle History Joe, donc History en anglais, donc l'histoire en anglais, et puis JO pour mes initiales. Bon, pas tout attaché, sinon vous tombez sur l'histoire des JO en anglais, c'est moins passionnant, mais bon. Je propose quoi? Je propose différents concepts, tout simplement, basés sur les deux notions fondamentales chez moi, c'est patrimoine et histoire. Donc, j'ai fait deux concepts en particulier. Un qui s'appelle notamment les historiocapsules, donc des vidéos assez courtes qui parlent d'un personnage ou d'un événement particulier, toujours raconté de manière originale. Ça, c'est un peu mon côté un peu théâtral. Et le deuxième concept, qui a commencé d'ailleurs là où j'ai bossé, au château de Castelnau-la-Chapelle, eh bien, c'est Raconte-moi le patrimoine. J'en suis très fier de ce concept qui consiste à parler donc de l'histoire d'un monument, mais toujours, je vais mettre en avant en plus les manières, les moyens que les personnes ont mis en avant pour le valoriser. Si c'est des visites guidées, des animations, etc. Et toujours avoir au moins une interview ou plusieurs de professionnels travaillant au château, la directrice, des guides animateurs, etc., le propriétaire, toujours pour avoir voilà une base historique assez bien voilà fondée pour partir sur un bon point et éviter que je dise des bêtises tout simplement. Donc j'ai fait Raconte-moi le patrimoine sur Castelnau. J'en prépare une qui va sortir dans très peu de temps, qui s'appelle donc Raconte-moi le patrimoine sur le musée Napoléon au château de la Pommerie en Dordogne, qui expose là-bas les objets ayant appartenu à l'empereur ainsi qu'à la famille Bonaparte. Ça, c'est quand même incroyable. Je pensais pas trouver un descendant de la famille Bonaparte là-bas dans la Dordogne. Donc j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Donc c'est ça qui va être le fil conducteur quasiment de la vidéo, c'est-à-dire son interview, même si je raconte son histoire, voilà, en voix off, etc. Et il y a un autre Raconte-moi le patrimoine qui va se concrétiser puisque ma prof, voilà, c'est la directrice du château où je veux aller, le château de la Brède, qui appartenait à Montesquieu. Voilà. Donc ça, c'est les projets en cours. Tes vidéos sont faciles, accessibles à tout le monde. Et moi, personnellement, je les ai vues et je trouve ça drôle, chouette. Et tu es un garçon vachement intéressant. Donc, allez voir ces vidéos parce que vous allez passer un bon moment. Vous allez passer un très bon moment.
En tout cas, je te remercie, Joris, d'avoir participé à l'épisode et de m'avoir fait connaître ce personnage Geoffroy de Vivant parce que c'est toi qui m'as demandé de raconter son histoire. Et grâce à ça, j'ai pu connaître Geoffroy de Vivant que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, j'en connais plus sur ce personnage et ce qui entoure un peu les guerres de religion. Et les auditeurs aussi, je pense qu'ils sont très contents de ça. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. C'était Michael et Joris, et on vous dit ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et X. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire directement sur le site raconte-moi-son-histoire.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!